Mais tout de suite, notre duel du jour, on va se poser la question de savoir si l'option militaire est la seule qu'on peut envisager du point de vue des Européens dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On va en débattre avec Bruno Demoulin. Il est professeur en histoire des relations internationales à l'ULG, l'Université de Liège, et Pierre Galland, qui est président de l'Association pour les Nations Unies, qui a été autrefois aussi un des militants du mouvement pour la paix et un ancien sénateur du Parti socialiste. Je commence avec vous d'ailleurs, Pierre Galland. On a le sentiment qu'on est dans une machine qui nous emmène fortement vers une intervention militaire et qu'on ne parle quasiment que d'options militaires ces derniers jours et que la seule manière de répondre à Vladimir Poutine, le seul langage qu'il pourra entendre, c'est une résistance militaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Écoutez, absolument pas. Aujourd'hui, du danger des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques, c'est une réalité depuis un certain temps et c'est tragique et il faut se battre comme vraiment, il faut engager un dialogue international, il faut que l'ONU se mobilise pour empêcher qu'on aboutisse à une telle dérive. Mais attention, il faut savoir aussi que lorsque les Américains ont voulu la guerre de l'Irak, eh bien, ils ont utilisé le même scénario. Ça fait que Saddam Hussein avait l'arme nucléaire et qu'il allait utiliser l'arme nucléaire. Or, c'était faux, on le sait aujourd'hui. Donc, méfions-nous de ce que sont les informations que les deux camps délivrent à tout moment. C'est une guerre de la communication aussi. Oui, donc on s'accuse effectivement mutuellement d'avoir éventuellement des armes chimiques à disposition. Je voudrais bien comprendre votre position, Pierre Galland, puisqu'on sait que par exemple la Belgique et tous les pays de l'OTAN arment en ce moment les Ukrainiens. Donc on envoie des armes, on envoie des fonds, on ne participe pas directement à la guerre, mais on appuie un des deux camps. Est-ce qu'on a raison de le faire ou pas ? Écoutez, c'est un risque très grand. C'est un risque très grand parce que vous allez mettre des gens en position, en leur mettant des armes à disposition, vous les mettez en disposition de faire la guerre. Alors, jusqu'où est-ce que vous allez les armer ? Si vous ne les armez pas sérieusement, ils n'ont pas la possibilité de résister sérieusement et vous les envoyez à la mort. Donc, c'est un calcul extrêmement pervers quelque part. Moi, je plaide vraiment pour que, comme le disait encore récemment dans Le Soir Dominique de Villepin, mais qu'on ouvre toutes les pistes de recherche pour savoir comment protéger ces populations. Les couloirs humanitaires doivent être mais vraiment une obligation, négocier aux Nations Unies, négocier avec la Croix-Rouge, négocier par tous les moyens. Il faut aussi qu'on ouvre les portes des négociations, qu'on amène les deux protagonistes autour d'une table avec, comme vous le dites, avec des gens qui sont capables, comme M. Macron ou comme par exemple Mme Merkel, qui a quand même à l'époque témoigné d'une grande capacité en 2014 d'être une négociatrice attentive dans la région. Eh bien, je pense qu'il faut ouvrir tous les canaux de négociation qui sont encore possibles aujourd'hui. Oui, je donne la parole. La Belgique, les petits pays peuvent y jouer. Ouais, je donne la parole dans un instant à Benoît Demoulin, mais je voudrais quand même pousser un petit peu plus loin la réflexion, Pierre Galland. Dans ce que vous nous dites, si on n'aide pas les Ukrainiens, on les laisse se débrouiller tout seuls et en quelques semaines, la Russie aura conquis le pays. Est-ce que ce n'est pas un peu les abandonner quand même ? Non, je crois, vous avez raison, on ne peut pas non plus les abandonner, mais la façon de le faire aujourd'hui est une façon, ils ne sont pas dans l'OTAN, donc on ne peut pas les obliger. Donc ce sont les pays individuellement qui envoient des armes. Au départ, on a envoyé n'importe quoi, on a fait semblant d'envoyer des casques, on a envoyé des gilets pare-balles. Tout d'un coup, on commence à envoyer des armes qui permettent d'empêcher dans l'espace aérien, des frappes aériennes. On envoie des armes qui permettent d'empêcher les chars d'avancer. C'est une façon d'aider, mais c'est aussi de mettre de l'eau c'est de l'huile sur le feu. Ouais. Je pense qu'il faut faire des pressions et que nous avons encore les moyens via les partenaires des Russes. N'oubliez pas que les Russes ne sont pas tout seuls. Il y a les Chinois, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a des intermédiaires. Même la Turquie est un partenaire sérieux qui peut et qui est dans l'OTAN et qui peut entrer dans la négociation. Il faut pousser tous ces canaux-là. Alors, je donne la parole à Bruno Demoulin, donc professeur d'histoire des relations internationales à l'ULG. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre Galland ? J'ai ma petite idée sur la réponse, je pense que ça va être non. Et est-ce que pour vous, le devoir des Européens, c'est donc d'être aux côtés des Ukrainiens, y compris militairement ? Alors, la réponse, elle est évidente. C'est-à-dire que je ne puis partager l'opinion de Pierre Galland. Pour moi, la réponse, elle est claire, elle est nette. Lorsque l'on constate l'ensemble
des opérations militaires depuis un mois. Le nombre, il y a 10 millions de déplacés actuellement en intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine. Il y a des milliers de morts, y compris dans les troupes russes, rappelons-le, qui sont des jeunes conscrits qui ont été envoyés véritablement servant de chair à canon. Nous avons eu des exemples de viols, de tortures, de tentatives d'assassinat du président Zelensky, qui véritablement est en train d'apparaître comme le chef de la nation ukrainienne. Nous sommes actuellement dans le déni. L'Occident est dans le déni. Nous sommes face à un génocide et je me permets aussi de le dire, un nettoyage ethnique. Sait-on ce que sont devenus les 16 000 habitants de Mariupol qui ont été envoyés en Russie, dont les passeports ukrainiens ont été confisqués et dont on n'a plus aucune nouvelle? Il y a donc un moment où il faut se poser des causes. Pourquoi en est-on arrivé à cette situation actuelle? C'est un peu les femmes et les hommes politiques actuellement n'ont plus cette connaissance d'histoire des relations internationales et de la formation des empires qui subitement fait de nouveau la une des quotidiens et des journaux télévisés. Ouais. Mais Benoît Demoulin, ça veut dire la réponse à quoi? La réponse à quoi? Ça veut dire qu'on doit aller se battre aux côtés des Ukrainiens? Alors, pour moi, la réponse, elle est très simple. 1. Il faut couper l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Que les Allemands arrêtent d'expliquer qu'ils vont avoir des soucis financiers ou économiques. Lorsque l'on voit les morts sur le terrain, eh bien, à un moment ou l'autre, il faut se dire qu'on va mettre 2 degrés de moins à son chauffage et que l'on va s'approvisionner, comme ils l'ont conclu dans les contrats avec le Qatar, d'autres sources en matière de gaz liquéfié. Les Américains, d'ailleurs, sont tout à fait prêts pour leurs propres intérêts de le fournir. Ne nous le dissimulons pas. Ouais. 2. Nous devons couper le pétrole, puis, devant ce qui est en train de se passer, nous devons instaurer le dôme de fer. Alors, Israël joue un rôle trouble dans ce dossier. Attendez, c'est quoi le dôme de fer? Expliquez. Alors, le dôme de fer, c'est le fameux système des missiles anti-aériens qui a été développé par Israël et qui lui permet de se protéger. Ne parlons pas des malheureux, et il y en a eu des milliers aussi du côté palestinien qui ont complètement disparu de la carte. Ne nous le dissimulons pas. Ici, Israël, pour les intérêts qui lui sont propres, a manifestement passé un accord avec Poutine pour ne pas que l'on touche à Odessa, pour des raisons évidentes, les liens avec l'histoire, c'est Catherine II qui l'a fondé, 1905, le cuirassier Potemkin, et maintenant l'importante communauté juive qui est à Odessa empêche que l'on ne bombarde avec acuité Odessa. Ouais. Or, l'objectif de Poutine à terme, mais on ne pense pas qu'il y arrivera, c'est de relier le Donbass à la Crimée en passant par Mariupol, qui n'existerait plus, jusqu'à Odessa, coupant de la sorte tout lien à la mer pour l'Ukraine. Alors, je redonne la parole à Pierre Galland, un instant, Benoît Demoulin. Je redonne la parole à Pierre Galland. Est-ce que vous êtes d'accord avec un des scénarios proposés par M. Demoulin, qui est de dire on doit aller plus loin, on doit apprendre à se passer du gaz russe, même si ça nous fait mal? Ça, c'est pas la guerre. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec ça? Mais écoutez, le problème, il ne se pose pas de cette façon-là, je crois, parce que couper le gaz russe, ça va se faire par étapes. Aujourd'hui, ce que les Occidentaux ont compris, c'est qu'ils doivent avoir une indépendance en matière énergétique et qu'ils doivent le faire dans le cadre du changement vraiment de perspective par rapport à toutes ces énergies fossiles. Donc, c'est deux chapitres un peu différents, ça se fait dans des temps différents. L'urgence aujourd'hui, pour M. Dumoulin, c'est de faire la guerre. C'est une catastrophe et on sait où ça mène. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine, regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Les Américains se retirent et ils laissent derrière eux un cimetière. C'est une catastrophe aujourd'hui ce qui se passe en Afghanistan, vous le savez comme moi. Donc le recours à la guerre est certainement la plus mauvaise des solutions. Il faut à tout prix que nos hommes politiques, il faut à tout prix que l'Europe se rende compte que les intérêts européens ne sont pas nécessairement toujours ceux des Américains. Les Américains voient cela de loin. Et comme le disait M. Demoulin, ils voient en plus que c'est un marché pétrolier peut-être et gazier intéressant pour eux. Ouais. Donc je pense que nous avons une responsabilité en tant qu'Européens et nous devons revenir à ce qu'a été la doctrine qui était développée par des gens comme Armel, l'Organisation de la sécurité et coopération européenne et évidemment, entre-temps, il y a une urgence, c'est de faire cesser ce conflit. Alors, Benoît Demoulin. Il faut le faire cesser. Bruno Demoulin, vous avez signé une carte blanche il y a quelques jours, enfin, c'est il y a 15 jours, je pense, dans Le Vif. J'y ai lu que, pour vous, une réaction militaire était devenue indispensable et qu'il fallait éviter un nouveau Munich. Vous assumez ces
ces propos-là. Si on ne se bat pas avec les Ukrainiens, c'est l'équivalent de Munich. Donc je rappelle ce pacte qui a ensuite débouché sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, c'est-à-dire que pour le moment, les 3 jours qui sont importants avec l'ensemble de ces réunions, quand j'ai vu les premières résolutions de ce matin, l'OTAN qui dit « je ne veux surtout pas me mêler de ce conflit ». On va commencer à livrer des missiles patriotes à la Slovaquie pour faire passer les S-300 en Ukraine. On ne fournit pas d'avions. Il paraît qu'il y a des réticences à fournir des chars. Et là, je me permets de rectifier ce que disait Pierre Galland. Moi, je suis confus. La guerre, elle est là. Et la simple question, c'est de savoir si on va laisser se faire massacrer une population de 40 millions d'habitants, dont l'objectif à un moment de Poutine était, vu les problèmes démographiques que connaît la Russie, d'avoir un réservoir humain et démographique et intellectuel de premier plan, qui est celui des Ukrainiens, car je ne nie nullement les liens qui existent entre l'Ukraine et la Russie. Mais ce que l'on doit quand même se rappeler, c'est que Poutine, lorsque en 2014, il a pris la Crimée, qui jadis était ottomane, c'est simplement le coup de Catherine II qu'il a refait avec les mêmes méthodes, c'était des commandos. Donc, on a oublié et on n'a pas eu la réaction adéquate parce que nous n'étions pas prêts. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas réagi. Est-ce que c'est trop tard pour réagir ou pas ? En 30 secondes, Monsieur de Moulin. Alors pour moi, il est très clair que nous devons réagir parce qu'aujourd'hui, on a appris que des bombes phosphore seraient tombées, je le mets au conditionnel parce qu'il faut attendre la vérification, que les armes chimiques vont commencer, comme elles l'ont fait à Alep, qui ont entraîné des millions de Syriens disparus, et par conséquent, en ce qui me concerne, la menace nucléaire, et là j'y réponds tout de suite, en 1991, lors de la chute du mur, McNamara est allé voir les archives soviétiques qui avaient été libérées. On s'est rendu compte qu'en 1962, pendant la crise de Cuba, ce que personne ne sait, c'est qu'il y avait des bombes tactiques qui étaient à proximité des États-Unis. Khrouchtchev a refusé de les utiliser. De la même manière, lorsque hier, Poutine explique que pour lui, la menace nucléaire n'est utilisable qu'en cas de véritable destin existentiel pour la Russie, moi je pense qu'il ne l'utilisera pas, d'autant plus que les météorologistes vous le diront, il y a autant de chances que le vent amène les particules à Moscou que du côté européen. Alors, donc à un moment où, je vous le dis franchement, dans l'honneur, nous devons être à côté de nos amis ukrainiennes et ukrainiens. Alors, une question d'honneur. Je donne juste 30 secondes pour terminer à Pierre Galland. Une question très précise. J'entends bien que vous préférez la voie de la négociation. Mais la question, ça va être, est-ce que Vladimir Poutine a envie de négocier ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Est-ce que c'est crédible ? C'est toujours crédible. Écoutez, relisez De Villepin dans le soir, relisez un petit peu quelques grands hommes politiques. Il faut engager la négociation. Il le faut à tout prix. Et je pense qu'à cet égard, M. Macron a une responsabilité particulière en tant que président du Conseil de l'Europe aujourd'hui. Donc il faut une initiative maintenant alors ? Écoutez, moi, je ne peux pas admettre M. de Moulin qui dit on va vers la Troisième Guerre mondiale. On a dit ça tellement de fois. On l'a dit en 1956 à propos de l'Ukraine. On l'a dit au moment. On fait à ce moment-là, on met tout le monde en panique. Il faut savoir raison garder et il faut engager tous les moyens, tous les canaux disponibles pour aller à la négociation. Voilà, et on va rester là. Il y a des gens comme Mme Merkel, je dis, qui a été très capable de le faire. Appelons des gens comme elle. C'est une Européenne attentive, qui connaît l'Europe, qui connaît Poutine. Eh bien, autour de gens comme M. Macron, qui mettent autour de lui quelques grands responsables pour aller à la négociation. Alors, on va en rester là. On a compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord. Merci Bruno Demoulin, donc l'ULG, professeur d'histoire de relations internationales, et Pierre Galland, président de l'Association pour les Nations Unies. Merci à tous les deux.